Une femme raciste a déchiré sa robe. Se pensant être une ex-prisonnée noire, son mari millionnaire avait eu. Le tissu s'est déchiré dans un bruit qui a résonné dans la salle de bal silencieuse comme un coup de feu. Rebecca Thornton tenait la robe de Sheila entre ses doigts parfaitement manucurés et tirait délibérément, déchirant la couture latérale de haut en bas point. « Oups !» dit Rebecca en laissant tomber le tissu abîmé comme un déchet contaminé. « Dommage. Les gens comme vous devraient savoir que vous n'avez pas votre place dans des endroits comme celui-ci. » Le gala de charité annuel de la Fondation Thornton réunissait l'élite de Chicago dans l'un des hôtels les plus exclusifs de la ville. Des lustres en cristal importés d'Autriche. Des orchidées rares décoraient chaque table. Et le son discret d'un quatuor à cordes créait la bande-son parfaite pour l'hypocrisie de la haute société. Sheila Carter avait 29 ans et n'aurait jamais imaginé qu'accepter ce travail supplémentaire de serveuse mettrait sa vie à un tournant aussi brutal. 8 mois après sa sortie de prison, luttant pour reconstruire une existence que la justice avait brisée, elle avait besoin de cet argent pour payer la pension où elle vivait et poursuivre ses cours du soir de gestion d'entreprise au Community College. Ses cheveux naturels étaient tirés en arrière en un élégant chignon, et elle portait les plateaux avec la grâce de quelqu'un qui a grandi en pesant sur ses épaules d'impossibles responsabilités. Le bracelet électronique était dissimulé sous son pantalon d'uniforme, un rappel constant qu'une seule erreur pouvait la renvoyer en cellule. Rebecca Thornton, quant à elle, était exactement le genre de femme qui considérait les événements caritatifs comme des défilés personnels. Épouse du magnate de la technologie Marcus Thornton, elle bénéficiait de tous les avantages d'être née riche et d'épouser encore plus riche. Sa vie était une succession interminable de déjeuners caritatifs, de soins au spa et de virées shopping qui coûtaient plus cher que le salaire annuel de familles entières. « Je suis désolé, madame », dit Sheila avec un calme qui la surprit elle-même, tenant les morceaux de son uniforme déchiré. « Je vais me changer immédiatement. »« Ne vous inquiétez pas », répondit Rebecca assez fort pour attirer l'attention des tables voisines. « J'imagine que les accidents sont fréquents quand on engage ce genre de personnes pour des événements importants. » Le venin des paroles de Rebecca était si toxique que plusieurs personnes interrompirent leur conversation pour observer la scène. Sheila sentit les regards curieux, certains gênés, d'autres visiblement amusés par ce spectacle d'humiliation publique. « Peut-être devriez-vous envisager de faire appel à des professionnels plus qualifiés pour des événements de ce calibre, poursuivit Rebecca avec un geste théâtral. Des gens qui comprennent naturellement comment se comporter en société raffinée. Des gens sans casier judiciaire. La dernière phrase fut prononcée avec une insistance cruelle. Sheila sentit son sang se glacer. Cette femme savait. Rebecca Thornton avait appris sa condamnation pour un crime qu'elle n'avait même pas commis. Ce que Rebecca ignorait, c'est que chaque mot venimeux était absorbé par Sheila avec la patience de quelqu'un qui a survécu à des tempêtes bien pires. Élevée dans le South Side de Chicago par une grand-mère cumulant 3 emplois, Sheila avait appris très tôt que la vraie force ne crie pas, ne réagit pas impulsivement. Elle observe, apprend et agit au bon moment. Bien sûr, madame, répondit Sheila d'une voix sereine qui fit froncer les sourcils de Rebecca, irritée par l'absence de réaction émotionnelle. Je m'occuperai de tout comme il se doit. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, les morceaux de son uniforme à la main, Sheila passa discrètement devant la table principale, où un élégant homme aux cheveux gris observait la scène d'un air indéchiffrable. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, et il hocha la tête presque imperceptiblement, comme s'il reconnaissait quelque chose en elle que les autres ne pouvaient voir. Marcus Thornton avait bâti un empire technologique basé sur une règle simple. Observer les gens lorsqu'ils pensent que personne ne les écoute. Et à cet instant, en regardant sa femme humilier publiquement une jeune femme active, il vit 2 choses avec une clarté absolue. La nature profondément cruelle de Rebecca et l'impressionnante dignité de cette serveuse qui gardait son sang-froid sous le feu des critiques. En cuisine, Sheila laissa enfin ses mains trembler légèrement en se débarrassant de l'uniforme déchiré. 20 minutes plus tôt, elle n'était qu'une ex-détenue de plus essayant de reconstruire sa vie. Elle sentait à présent sa détermination grandir, comme si l'univers préparait quelque chose de bien plus grand qu'une simple nuit de travail. 3 ans et demi passés dans une prison de haute sécurité pour un crime qu'elle n'avait pas commis avaient enseigné à Sheila une leçon cruciale. Le système n'était pas défaillant. Il fonctionnait exactement comme prévu. Et des personnes comme Rebecca Thornton en étaient les piliers. Ce que personne dans cette luxueuse salle de bal n'aurait pu imaginer, c'est que la simple serveuse que Rebecca venait d'agresser détenait des secrets qui transformeraient cette humiliation en catalyseur d'un revirement de situation qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Alors qu'elle enfilait un uniforme de rechange dans les vestiaires. Sheila toucha discrètement le petit appareil fixé sous le col de sa chemise de réserve. L'enregistreur numérique qu'un ami journaliste d'investigation lui avait prêté la semaine précédente, en lui disant « Si vous trouvez quelque chose, enregistrez tout ». 23 minutes de discrimination explicite, d'attaque personnelle et de cruauté calculée. Le tout parfaitement enregistré, avec une qualité d'image cristalline. Sheila regarda son reflet dans le miroir embué du vestiaire, et pour la première fois depuis des mois, s'autorisa un petit sourire. Non pas de joie, mais de reconnaissance.
L'univers lui offrait exactement ce dont elle avait besoin. Rebecca Thornton était sur le point de découvrir qu'humilier les gens sans connaître toute leur histoire peut coûter bien plus cher que n'importe quelle fortune. Si vous suivez cette histoire d'injustice et de dépassement de soi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple serveuse ex-détenue était sur le point de renverser la situation contre l'élite privilégiée qui pensait pouvoir la détruire sans conséquence. Rebecca n'avait pas terminé. Tandis que Sheila revenait de la cuisine en uniforme impeccable, la mondaine avait trouvé son public idéal. Un cercle de femmes de la haute société qui l'observaient avec attention comme si elle lui révélait les secrets de l'univers. Vous avez vu ça? Fit Rebecca d'un geste théâtral, la voix chargée d'une indignation théâtrale. L'audace de certains qui pensent pouvoir infiltrer nos événements. De toute évidence, quelqu'un au sein de l'organisation n'a pas correctement filtré le personnel. Margaret Wellington, héritière d'une fortune pharmaceutique, hocha vigoureusement la tête. Ma chérie, tu as tout à fait raison. Ces gens doivent comprendre les limites. Surtout ceux qui ont un passé criminel. Sheila retourna dans la salle principale et sentit immédiatement le poids de leur regard. Le groupe de Rebecca s'était agrandi, et elle entendit des bribes de leur conversation venimeuse tandis qu'elle remplissait des verres à une table voisine. Bien sûr qu'elle est revenue. Elle a probablement désespérément besoin de ce travail. Imaginez devoir travailler comme ça après avoir été en prison. Au moins, elle connaît sa place maintenant et n'a pas essayé de répondre. Rebecca remarqua la présence de Sheila et haussa délibérément la voix. Bref, les filles, je suppose qu'on ne devrait pas être trop dur. Après tout le monde n'a pas droit à une seconde chance après avoir fait des choix de vie aussi désastreux. Certaines personnes sont nées pour servir. Ce que Rebecca ignorait, c'est que Sheila avait passé 1277 jours en prison à étudier des ouvrages de droit empruntés à la bibliothèque de la prison. Qu'elle s'était liée d'amitié avec 3 avocats condamnés à tort qui lui avaient tout appris sur la documentation, la collecte de preuves et la façon dont le système judiciaire pouvait se retourner contre ceux qui le manipulaient. Qu'à 19 ans, elle avait endossé la responsabilité de l'erreur de son jeune frère, le protégeant ainsi d'un système qui aurait détruit son avenir. Sheila termina de mettre la table en silence, mais Margaret décida d'ajouter sa contribution à l'humiliation publique. Ma chère, s'adressa-t-elle directement à Sheila, la voix empreinte de condescendance. Vous comprenez que les employés ayant votre parcours doivent rester particulièrement discrets lors des événements, n'est-ce pas? Évitez d'attirer l'attention inutilement. Oui, madame, répondit Sheila en maintenant un contact visuel respectueux mais ferme. Je comprends parfaitement. Le ton de Sheila fit froncer les sourcils à Margaret. Il y avait une articulation, une présence qui ne correspondait pas aux stéréotypes qu'elle s'attendait à trouver. Rebecca remarqua l'hésitation de son amie et décida d'intensifier l'attaque. Margaret a tout à fait raison. Rebecca se leva et s'approcha de Sheila avec un sourire cruel. En fait, on devrait peut-être discuter du protocole à suivre pour les personnes ayant un casier judiciaire. Dis-moi, ma chère, pourquoi étais-tu en prison? Vol? Drogue? La question fut posée avec une malice calculée, suffisamment forte pour que les autres tables l'entendent. Un silence gêné s'installa dans la salle, et Sheila sentit des dizaines d'yeux braqués sur elle. Attendant sa réaction. L'espace d'un instant, l'ancienne Sheila eut envie d'exploser. Raconter à cette femme privilégiée ce que 3 ans et demi dans une prison de haute sécurité avait représenté. Décrire la nuit où elle avait été arrêtée à 19 ans, assumant la responsabilité de son frère de 16 ans, arrêté avec de la drogue qui n'était même pas la sienne. Expliquer comment elle avait sacrifié tout son avenir pour que son frère puisse aller à l'université, se marier, devenir enseignant. Mais la nouvelle Sheila, celle qui avait survécu et appris, se contenta de sourire. Possession avec intention de redistribuer, madame, répondit-elle calmement. Bien que mon innocence ait été prouvée plus tard grâce à des analyses ADN. Les accusations ont été annulées l'année dernière. Le sourire de Rebecca s'estompa une seconde. Ce n'était pas la réaction qu'elle souhaitait. Elle voulait des larmes, de la colère, quelque chose qui pourrait justifier sa cruauté. Eh bien, se reprit rapidement Rebecca, innocente ou non, la prison est la prison. Et ceux qui y sont allés portent cette tâche à jamais, vous ne trouvez pas, les filles? Les femmes hochèrent la tête avec empressement, mais Sheila remarqua quelque chose d'intéressant. Marcus Thornton s'était levé de la table principale et s'avançait lentement vers le groupe. Son expression était indéchiffrable, mais sa mâchoire était serrée. Rebecca, dit-il doucement, d'une voix qu'elle reconnut immédiatement comme un avertissement. Il est peut-être temps de se concentrer sur le véritable but de cette soirée, la charité. Bien sûr, ma chérie, dit Rebecca, changeant rapidement d'attitude. Je m'assure simplement que tout le monde comprenne les règles. Marcus regarda Sheila droit dans les yeux.
Je m'excuse pour la gêne que vous avez pu ressentir ce soir. Ce n'est pas le but de cet événement. Sheila hocha respectueusement la tête, mais alors qu'elle se retournait pour continuer son travail, elle entendit Rebecca murmurer à Margaret. Il a toujours été trop indulgent avec ces gens. C'est pour ça qu'ils n'apprennent jamais leur place. À cet instant, quelque chose changea dans la poitrine de Sheila. Non pas de la colère, mais de la lucidité. Pendant 8 mois, elle avait essayé de rester invisible, de simplement survivre et de reconstruire en silence. Mais Rebecca Thornton venait de lui rappeler quelque chose de crucial. Des gens comme elle ne la verraient jamais comme un être humain, à moins d'y être forcée point alors qu'elle traversait la salle de bal, la main de Sheila toucha instinctivement l'enregistreur sous son col. Chaque mot y était. Chaque rire cruel. Chaque humiliation délibérée. Mais elle savait, de par son séjour en prison, que les preuves seules ne suffisaient pas. Elle avait besoin d'une stratégie. Elle avait besoin d'un moyen de pression. Elle devait comprendre précisément qui était Rebecca Thornton et ce à quoi elle tenait le plus. Ce que Rebecca ignorait, c'est que, tandis qu'elle exerçait sa cruauté devant un public, Sheila faisait ce qu'elle faisait de mieux. Observer, documenter et planifier. Les mêmes compétences qui l'avaient maintenue en vie en prison étaient maintenant déployées sur un champ de bataille bien différent. Cette fois, Sheila n'allait pas porter le chapeau pour qui que ce soit. Cette fois, la justice serait rendue exactement comme elle le devait. Froide, calculée et absolument dévastatrice. Sheila se réfugia dans l'élégante salle de bain de l'hôtel et s'autorisa enfin à respirer. Non pas par peur, mais par une adrénaline maîtrisée qu'elle connaissait bien pour avoir survécu à la hiérarchie carcérale. Elle sortit discrètement le petit enregistreur numérique de la poche de son uniforme et vérifia la qualité de l'enregistrement. D'une clarté cristalline. 47 minutes d'insultes racistes, de discrimination explicite et d'humiliation intentionnelle, le tout parfaitement documenté. Mais la documentation seule ne suffirait pas. Elle l'avait appris à ses dépens. Son téléphone vibra. Un SMS de Diana Chen, la journaliste d'investigation qui avait couvert son affaire de disculpation 8 mois plus tôt. Comment se passe le gala? Vous trouvez quelque chose d'utile? Les doigts de Sheila parcoururent rapidement l'écran. Plus qu'utile. J'ai besoin de votre aide pour un sujet plus important. 3 points apparurent, puis disparurent, puis réapparurent. Je vous écoute. 20 minutes plus tard, Sheila était assise dans un coin isolé du hall de service de l'hôtel, à l'abri des regards indiscrets. Diana lui avait envoyé des recherches détaillées sur Rebecca Thornton, et ce qu'elle avait découvert était une mine d'or. Rebecca siégeait au conseil d'administration de 3 grandes fondations caritatives. Elle était le visage public de Second Chance Initiative, une organisation censée aider les anciens détenus à se réinsérer dans la société. L'ironie était si forte que Sheila faillit éclater de rire. Mais ce n'était pas tout. Diana avait également envoyé des relevés financiers, des documents publics prouvant que les fondations de Rebecca avaient reçu des millions de subventions gouvernementales spécifiquement destinées à la réforme de la justice pénale. De l'argent censé aider des personnes exactement comme Sheila. Elle nous vole, murmura Sheila, son esprit explorant toutes les possibilités. Autre message de Diana. J'enquête sur elle depuis 6 mois. Je n'arrive pas encore à prouver de détournement de fonds. J'ai besoin de quelqu'un de l'intérieur. Ça vous intéresse? Les mains de Sheila tremblaient tandis qu'elle tapait sa réponse. Il ne s'agissait pas seulement de se venger. Il s'agissait de dénoncer une corruption systématique qui touchait des milliers de personnes comme elle. De quoi avez-vous besoin? L'accès aux documents internes de la fondation. Les témoignages d'employés. Tout ce qui montre où va réellement l'argent. Avant que Sheila puisse répondre, la porte de la salle de bain s'ouvrit. Elle rangea rapidement son téléphone dans sa poche et se leva, mais s'arrêta en voyant qui c'était. Marcus Thornton se tenait dans le couloir, l'air mal à l'aise et mal à l'aise. Sheila, puis-je vous parler? Je sais que c'est inhabituel, mais... Monsieur Thornton, je ne pense pas qu'il soit approprié que nous... S'il vous plaît, l'interrompit-il, la voix empreinte d'une réelle détresse. Juste 5 minutes. Je dois m'excuser comme il se doit pour le comportement inacceptable de ma femme. Sheila l'observa attentivement. 29 ans de vie, dont 3 ans et demi en prison, lui avait appris à cerner les gens rapidement. Dans le regard de Marcus, elle voyait quelque chose qu'elle trouvait rarement chez les hommes blancs fortunés. Une honte sincère et une colère dirigée contre sa propre famille. 5 minutes, acquiesça-t-elle. Ils se dirigèrent vers une salle de conférence vide adjacente à la salle de bal. Marcus ferma la porte et se mit aussitôt à faire les 100 pas. Je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que ce dont vous avez été témoin ce soir est inexcusable. Rebecca a toujours eu des préjugés, mais je ne l'ai jamais vue aussi ouvertement cruelle. Monsieur Thornton, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas responsable des actes de votre femme. Mais je le suis, dit Marcus fermement.
26 ans de mariage m'ont donné d'innombrables occasions de remettre en question ce genre de comportement. J'ai choisi le confort plutôt que la conscience. J'ai choisi le silence plutôt que ce qui était juste. Sheila resta silencieuse, le laissant continuer. Je l'ai entendu mentionner votre casier judiciaire. Puis-je vous demander ce qui s'est passé? Pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer pleinement, Sheila se surprit à lui dire la vérité. À propos de son frère. Du sacrifice. Environ 3 ans et demi en détention à sécurité maximale pour un crime qu'elle n'avait pas commis. À propos des preuves ADN qu'il avait finalement libérées, mais qui ne pouvaient pas lui rendre les années perdues. Marcus l'écouta sans l'interrompre, et lorsqu'elle eut fini, sa mâchoire était si serrée qu'elle vit ses muscles se contracter. Mon Dieu, Sheila. Et ce soir, ma femme vous a humilié publiquement pour ce sacrifice. Ce n'est pas la première fois, Monsieur Thornton. Ce ne sera pas la dernière. Ça devrait l'être, dit Marcus doucement. Puis, après un long silence, que fais-tu quand tu ne travailles pas sur des événements comme celui-ci? J'étudie la gestion d'entreprise le soir. J'essaie de reconstruire ma vie. J'essaie d'aider ceux qui ont traversé le système. Marcus sortit son téléphone et commença à écrire. Sheila, je vais te donner mon numéro personnel. Si tu as besoin de quoi que ce soit, une référence, de l'aide pour tes études, des opportunités d'emploi, n'importe quoi, contacte-moi directement. Sheila prit la carte qui lui tendait, mais ne s'engagea à rien. La confiance n'était plus quelque chose qu'elle accordait facilement. Pourquoi fais-tu ça? Demanda-t-elle directement. Parce que j'ai passé trop de temps à être complice d'un système qui détruit des gens comme toi tandis que des gens comme ma femme profitent de ta souffrance. Il marqua une pause. Et parce que quelque chose me dit que tu n'es pas qu'une serveuse qui essaie de survivre. Il y a quelque chose dans ton regard, une détermination que je reconnais. Tu complotes quelque chose. Le visage impassible de Sheila, aiguisé par d'innombrables interrogatoires en prison, restait parfaitement neutre. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Monsieur Thornton. Si, vous le comprenez. Marcus sourit tristement. Et quoi qu'il en soit, sachez que tout le monde dans cette salle de bal n'est pas d'accord avec la vision du monde de ma femme. Après son départ, Sheila resta seule dans la salle de conférence, réfléchissant aux éléments d'un plan qui prenait lentement forme. Elle avait l'enregistrement. Elle avait les ressources d'enquête de Diana. Et maintenant, contre toute attente, elle pourrait avoir un allié dans un endroit des plus inattendus. Le mari de Rebecca Thornton. Son téléphone vibra de nouveau. Diana avait envoyé des liens à 3 anciens employés des fondations de Rebecca, tous disposés à parler d'irrégularités financières, bien trop effrayés pour s'exprimer publiquement sans protection. Sheila répondit rapidement. Organisez des réunions. Je leur trouverai la protection dont ils ont besoin. Alors qu'elle s'apprêtait à retourner dans la salle de bal et à terminer son service, Sheila aperçut son reflet dans la fenêtre de la salle de conférence. La femme qui la fixait n'avait plus rien à voir avec l'ex-détenu effrayé qui était entré dans cet hôtel 4 heures plus tôt. Cette femme avait tenté de survivre en restant invisible. Cette femme s'apprêtait à tout brûler et à tout reconstruire correctement. Rebecca Thornton avait commis une erreur fatale ce soir-là. Elle avait supposé qu'une personne ayant un casier judiciaire était impuissante, sans voix et brisée. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que la prison n'avait pas brisé Sheila. Elle l'avait transformée en quelque chose de bien plus dangereux. Une femme n'ayant plus rien à perdre et tout pour quoi se battre. 3 semaines plus tard, Rebecca Thornton se réveilla avec 89 appels manqués et un téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer. Lorsqu'elle ouvrit le premier lien que Margaret lui avait envoyé à 6h47, elle eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Fraude caritative révélée. La directrice de la fondation prise en flagrant délit de tirade raciste contre une ancienne détenue qu'elle prétend aider, titrait le Chicago Tribune. En dessous, une photo d'elle au gala, son expression de dédain figée à jamais. Mais ce n'était pas seulement la photo. C'était l'audio. 47 minutes de sa voix, d'une clarté cristalline, diffusée sur toutes les grandes chaînes d'information de la ville. Chaque mot venimeux qu'elle avait prononcé contre Sheila résonnait sur les ondes, accompagné des commentaires indignés des présentateurs et des témoignages accablants. Les mains de Rebecca tremblaient tandis qu'elle parcourait les réseaux sociaux. Le hashtag Rebecca Thorndress était en vogue à l'échelle nationale. Son compte Instagram avait perdu 47 000 abonnés du jour au lendemain. Les commentaires étaient brutaux. Vous volez ceux qui tentent de reconstruire leur vie. Ma sœur était en prison. Elle vaut bien 10 comme vous. J'espère que vous apprécierez votre chute. Mais l'enregistrement n'était qu'un début. L'article du Tribune détaillait l'enquête de 6 mois menée par la journaliste Diana Chen sur les 3 fondations caritatives de Rebecca. L'initiative Seconde Chance avait reçu 8,2 millions de dollars de subventions gouvernementales pour aider d'anciens détenus, mais n'avait dépensé que 340 000 $ pour des programmes concrets.
Le reste avait été versé sous forme d'honoraires de conseil à des entreprises appartenant à la famille de Rebecca. Rebecca descendit en courant et trouva Marcus dans la cuisine, son ordinateur portable ouvert, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Froide. Distante. Finale. Marcus, tu dois faire quelque chose, cria-t-elle en agitant frénétiquement son téléphone. C'est une attaque coordonnée. Cette serveuse essaie de nous détruire. Cette serveuse, dit Marcus sans lever les yeux, s'appelle Sheila Carter. Elle a passé 3 ans et demi en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis, celui de protéger son jeune frère. Et après avoir écouté cet enregistrement, je comprends parfaitement pourquoi elle a consigné chaque mot que tu as prononcé. Rebecca se figea. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que Sheila m'a contacté 1 semaine après le gala. Elle m'a tout montré. Les documents financiers, les témoignages de 12 anciens employés que vous avez harcelés et licenciés lorsqu'ils ont remis en question la comptabilité. Les familles qui n'ont jamais reçu d'aide pendant que vous publiez sur Instagram des photos d'hôtels 5 étoiles facturés pour développement de programmes. Vous travaillez avec elle? La voix de Rebecca monta jusqu'à devenir un cri. Contre votre propre femme. Je travaille avec le FBI, corrigea Marcus en la regardant enfin. Je coopère à leur enquête depuis 2 semaines. Sheila et Diana Chen leur ont présenté un dossier si solide que les agents ont dit que c'était la documentation de fraude la plus claire qu'ils aient vue depuis des années. À cet instant, le téléphone de Rebecca sonna. C'était Patricia Whitmore, présidente du Lakeshore Country Club, dont Rebecca était membre depuis 18 ans. Rebecca, le conseil d'administration a tenu une réunion d'urgence ce matin, dit Patricia sans préambule. Votre adhésion a été immédiatement révoquée. Le comportement décrit dans cet enregistrement, combiné aux allégations de fraude, vous rend incompatible avec nos valeurs. Avant que Rebecca ne puisse répondre, l'appel fut interrompu. Puis son téléphone explosa de notifications. Le groupe WhatsApp, Ladies Who Lunch, était en plein chaos, tous les messages la concernant. Margaret appela, pleurant d'avoir été assignée à témoigner. Le courriel de Rebecca contenait des lettres des 3 conseils d'administration de la Fondation, votant à l'unanimité sa destitution de tous ses postes. Un avis d'audit de l'IRS. Une assignation à comparaître devant un grand jury dans 14 jours. Quelqu'un avait créé une cagnotte GoFundMe pour le fonds d'éducation de Sheila Carter. Ce fonds avait permis de récolter 340 000 $ en 18 heures, soit exactement le montant que la fondation de Rebecca avait réellement dépensé pour des programmes après avoir reçu 8,2 millions de $ de subventions. L'ironie est belle, n'est-ce pas? Dit Marcus doucement. Sheila recevra plus d'aide sincère de la part d'inconnus en un jour que vos fondations n'en ont apporté en 3 ans. Rebecca s'effondra sur une chaise, son monde soigneusement construit s'effondrant en un instant. Tu ne peux pas divorcer pour ça. Pense à l'impact que ça aura sur ta réputation. Mes avocats ont déposé les papiers hier, répondit Marcus. Et pour ma réputation, je fais don de 15 millions de $ à des organisations légitimes de réforme de la justice pénale. Je finance également des bourses d'études complètes pour 50 anciens détenus, à commencer par Sheila Carter. Tu donnes notre argent à des criminels? La voix de Rebecca était aiguë, pleine d'incrédulité. Je donne mon argent à des gens qui méritent une seconde chance. Toi, en revanche, tu auras de la chance si tu ne finis pas dans le même système carcéral que celui que tu as exploité pour le profit. À cet instant précis, la sonnette retentit. Par la fenêtre, Rebecca aperçut 2 SUV noirs garés dans leur allée circulaire. 4 agents fédéraux en costume se tenaient à la porte. Rebecca Thornton? Demanda l'agent principal lorsque Marcus ouvrit la porte. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour fraude électronique, détournement de fonds fédéraux et complot en vue d'escroquer le gouvernement des États-Unis. Rebecca regarda avec horreur la lecture de ses droits Miranda. Les menottes claquèrent autour de ses poignets, le métal froid contre une peau qui n'avait jamais connu que la soie et le cachemire. Alors qu'il la conduisait au SUV, elle aperçut des voisins jeter un coup d'œil par les fenêtres. Leur téléphone enregistrait. Le début de sa marche des suspects devenait viral en temps réel. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Sheila était assise dans le bureau de Diana Chen, regardant l'arrestation en direct à la télévision. Marcus l'avait appelée 30 minutes plus tôt pour la prévenir. Qu'est-ce que ça fait? Demanda Diana doucement. Sheila resta silencieuse un long moment. Ce n'est pas une victoire. C'est comme si la justice agissait enfin comme elle le devrait. Son téléphone affichait des messages des 12 anciens employés de la Fondation qui avaient accepté de témoigner. De familles à qui on avait refusé toute aide. D'autres anciens détenus la remerciaient d'avoir dénoncé le système qui les avait tous laissés tomber. Mais le message le plus important venait de son frère. Je suis si fier de toi. Tu as porté le chapeau à ma place. Maintenant, tu défends tout le monde. Je t'aime.
Rebecca Thornton avait déchiré sa robe, pensant détruire une ancienne détenue impuissante. Au lieu de cela, elle avait réveillé quelque chose de bien plus dangereux. Une femme qui comprenait parfaitement le fonctionnement du système et comment le mettre au service de la justice plutôt que des privilèges. 6 mois plus tard, Sheila se tenait devant un amphithéâtre de l'université Northwestern, s'adressant à 300 étudiants dans le cadre d'un cours sur la réforme de la justice pénale. Elle portait un tailleur bleu marine sur mesure, ses cheveux naturels coiffés en élégantes loques. Le bracelet électronique avait disparu. L'expression hantée dans son regard avait été remplacée par quelque chose de puissant, une détermination. La nuit où Rebecca Thornton a déchiré ma robe, elle a vu une criminelle, dit Sheila d'une voix ferme et claire. Elle n'a pas vu une femme qui avait sacrifié 3 ans et demi pour protéger son jeune frère. Elle n'a pas vu quelqu'un qui avait passé chaque jour en prison à étudier des livres de droit et à documenter les injustices. Elle a vu ce qu'elle voulait voir, et ce préjugé aveugle a causé sa perte. Les étudiants écoutaient avec une attention soutenue. L'histoire de Sheila était devenue un cas d'école dans les universités du pays, un parfait exemple de la façon dont la corruption systémique se conjugue aux préjugés personnels. Après la conférence, Sheila s'est rendue au bureau de Carter et Shane Consulting, le cabinet qu'elle avait fondé avec Diana 4 mois plus tôt. Leur spécialité, enquêter sur les organisations caritatives pour fraude et discrimination. Ils comptaient déjà 12 clients, dont 3 agences fédérales. La campagne GoFundMe, qui avait permis de récolter 340 000 $ pour ses études, était passée à 890 000 $ après que son histoire soit devenue virale. Sheila avait utilisé la moitié de son budget pour obtenir son diplôme à Northwestern avec mention. L'autre moitié finançait des bourses d'études pour 10 autres anciens détenus poursuivant des études supérieures. Son téléphone vibra, annonçant une alerte, Rebecca Thornton condamnée à 8 ans de prison fédérale pour fraude à une œuvre caritative. Sheila lut attentivement l'article. Rebecca avait été reconnue coupable de 17 chefs d'accusation de fraude électronique et de détournement de fonds. Le juge s'était montré particulièrement sévère, notant qu'elle avait trahi la confiance des plus vulnérables de la société tout en vivant dans un luxe insensé. Le même établissement à sécurité maximale où Sheila avait passé 3 ans et demi. L'ironie n'échappa à personne. Marcus avait témoigné contre son ex-femme, fournissant des documents financiers prouvant la fraude délibérée de Rebecca. Son divorce avait été prononcé en 90 jours et il avait fait don de 15 millions de $ à des organismes de réforme légitimes. Il avait également engagé Sheila comme consultante pour son entreprise technologique, la chargeant de revoir ses pratiques de recrutement afin d'éliminer les préjugés à l'encontre des anciens détenus. Ces recommandations avaient été si efficaces que 12 autres entreprises du Fortune 500 avaient demandé des audits similaires. Margaret Wellington avait témoigné à charge au sujet de réunions du conseil d'administration de la fondation où Rebecca avait ouvertement évoqué le détournement de subventions. En échange de sa coopération, Margaret avait bénéficié d'une mise à l'épreuve et de 500 heures de travaux d'intérêt général dans le cadre d'un véritable programme de réinsertion. Le frère de Sheila, Daniel, était diplômé de l'école normale et enseignait désormais dans une école alternative pour jeunes en difficulté. Il l'appelait tous les dimanches, la remerciant encore du sacrifice qu'elle avait consenti et du courage dont elle avait fait preuve. Ce soir-là, son téléphone sonna. C'était Marcus. « Sheila, je voulais que tu le saches avant que cela ne soit rendu public. Je crée la Fondation Carter pour la réforme de la justice pénale. 20 millions de $ de financement initial. J'aimerais que tu en sois le directeur général. » Sheila resta silencieuse un long moment. « Marcus, j'apprécie tout ce que tu as fait, mais je dois te demander. Pourquoi ? Pourquoi fais-tu vraiment tout ça ? Parce que ce soir-là, au gala, j'ai vu ma femme détruire un autre être humain pour le plaisir, dit Marcus doucement. Et j'ai réalisé que j'avais été complice de cette vision du monde pendant des décennies. Je ne peux pas réparer les dégâts que j'ai causés, mais je peux passer le reste de ma vie à essayer de les réparer. Je vais réfléchir aux fondations, répondit Sheila. Mais j'ai des conditions. Une transparence totale. Une surveillance communautaire. Et des anciens détenus à tous les niveaux de responsabilité. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Une fois l'appel terminé, Sheila se dirigea vers la fenêtre de son appartement donnant sur le lac Michigan. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et d'or. Elle repensa à la femme qu'elle était 8 mois plus tôt, effrayée, cherchant à être invisible, acceptant l'humiliation comme prix à payer pour survivre. Cette femme avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait que la meilleure réponse à l'injustice n'était ni le silence ni la colère, mais un changement stratégique, documenté et systématique. Rebecca Thornton avait déchiré sa robe en pensant remettre une criminelle à sa place. Au lieu de cela, elle avait arraché les derniers vestiges de la peur et de l'hésitation de Sheila.
Elle avait involontairement créé la personne exacte qui allait exposer la corruption qu'elle représentait. La robe déchirée avait été remplacée par des tailleurs sur mesure. Le bracelet électronique par des cartes de visite. La honte par une détermination. Le téléphone de Sheila affichait une notification du fonds de bourse qu'elle avait créé. 15 autres personnes anciennement incarcérées avaient reçu des bourses universitaires complètes. Chacune représentait une vie qui ne serait pas définie par sa pire erreur. Chacune était la preuve que le système pouvait changer lorsque les gens refusaient d'accepter l'injustice comme inévitable. Elle pensa à Rebecca dans cette cellule fédérale, vivant enfin la réalité du système carcéral dont elle avait profité. Sheila ne ressentait aucune joie face à cette souffrance, mais elle éprouvait quelque chose d'aussi important, la confirmation que les actes ont des conséquences, même pour les privilégiés. La leçon était simple mais puissante. Sous-estimer les gens à cause de leur passé est dangereux. Exploiter les vulnérables tout en prétendant les aider est criminel. Et parfois, la personne que vous essayez de détruire devient le catalyseur d'une justice à laquelle vous ne pouvez échapper. Sheila Carter avait été abattue par les préjugés, emprisonnée par l'injustice et humiliée par la cruauté. Mais elle s'était reconstruite en quelque chose d'incassable. Une femme qui transformait la souffrance en détermination et utilisait sa voix pour s'assurer que d'autres n'auraient pas à endurer la même chose. Rebecca avait essayé de la remettre à sa place. Au lieu de cela, Sheila s'était fait une place à la table où les décisions étaient prises, où les politiques étaient écrites et où les vies étaient changées. La serveuse était devenue directrice. L'ex-détenue était devenue réformatrice. Et la femme qui avait autrefois absorbé l'humiliation en silence était devenue la voix qui exigeait que la justice soit rendue équitablement pour tous. La meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de construire quelque chose de si significatif, de si impactant, que vos oppresseurs réalisent trop tard qu'ils ont réveillé exactement la personne qui démantèlerait tout ce qu'ils ont construit sur la corruption et la cruauté. Sheila sourit à son reflet dans la fenêtre. Elle avait survécu à la prison. Elle avait survécu aux préjugés. Et maintenant, elle prospérait d'une manière que Rebecca Thornton n'aurait jamais pu imaginer. La robe avait été déchirée. Mais Sheila Carter avait été reconstruite, plus forte et plus déterminée que jamais. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits authentiques de personnes qui ont refusé de laisser les préjugés les définir et ont plutôt utilisé leur douleur pour créer un changement durable dans un système qui en a désespérément besoin.